Salut, bienvenue dans cette vidéo de My Music Up. Aujourd'hui, on va comprendre les principes du mixage grâce à une bibliothèque de marque suédoise et nommée Fjälking... Attendez. Fjälking. Ok, du coup, munissez-vous de votre étagère et je vais vous expliquer ça plus en détail. Lorsqu'on mixe une chanson, on va pouvoir agir sur énormément de choses, mais basiquement, on va se concentrer sur le volume, les fréquences, la dynamique, la panoramique et ce que j'appelle les effets spatio-temporels, parce que c'est stylé de dire ça comme ça. Partez pas tout de suite, je sais que ça semble abstrait, mais grâce à la Fjälking, vous allez tout comprendre rapidement. On va commencer par parler des fréquences. Le son en est composé de façon générale et on dit que l'oreille humaine peut entendre plus ou moins de 20 Hz à 20 000 Hz. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Bref, revenons-en à ce que ça vient faire dans le mix. Eh bien, jouer avec les fréquences, ça va permettre de donner une hauteur à notre instrument. Ça va donc définir sur quel étage de la bibliothèque celui-ci va se situer. Si un instrument comporte majoritairement des basses fréquences, comme ça, on aura tendance à le percevoir en bas du reste, alors que les éléments comportant des hautes fréquences, comme une voix par exemple, viendra plutôt se mettre au-dessus. Et grâce à ce qu'on appelle un égaliseur, ou EQ, on va pouvoir se permettre de jouer avec les fréquences d'un instrument pour le placer de façon plus ou moins définie sur l'étagère. Maintenant qu'on sait choisir à quel étage on peut mettre notre instrument, on va discuter de la place que celui-ci peut prendre sur cet étage. La taille de l'instrument va être définie par son volume en quelque sorte, plus il ira fort, plus il prendra de place, et plus il sera faible, moins il en prendra. Cela dit, le volume d'un instrument va varier au fur et à mesure d'une chanson, parfois il sera relativement faible et parfois relativement fort. C'est ce qu'on appelle la dynamique du son. Et je vous vois vous questionner en vous demandant, mais du coup, si mon instrument va trop fort, je ne pourrai rien mettre d'autre sur mon étagère, si ? Eh bien, en effet, mais pour éviter ça, on va justement jouer avec cette dynamique et plus précisément la compresser. En d'autres termes, on va réduire l'écart de niveau entre les volumes forts et les volumes faibles de votre instrument afin qu'il puisse tout de même vivre, mais sans aller manger sur le reste de notre bibliothèque. Et on va compresser grâce à un, je te donne dans le mix Siegfried, compresseur. C'est un peu comme si on mettait notre instrument dans une boîte transparente qui l'empêcherait de trop s'étendre par exemple. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais vous avez compris l'idée. Je vous montre en avant après. Du coup maintenant on va parler du positionnement exact des instruments sur un étage. Il nous sera effectivement possible de choisir s'ils seront devant ou derrière, à gauche ou à droite, grâce à la panoramique et à ses fameux effets spatio-temporels. La panoramique tout d'abord c'est simplement le placement stéréo d'un instrument. C'est pas mal facile, vous les mettez plus ou moins d'un côté ou de l'autre, ou vous les laissez au centre, l'important c'est qu'il n'y ait pas deux éléments exactement à la même place. Et enfin, parlons de la spatio-temporalité. Ces effets se composent principalement de ce qu'on appelle la reverb et le delay. La reverb, c'est cet effet qu'on a quand on chante dans une salle de bain ou qu'on est dans une église. Et le delay, c'est un peu comme si vous criez en montagne, vous allez ensuite entendre un écho. Et bien, grâce à ces deux éléments, on va pouvoir donner une profondeur à notre instrument. En général, on utilisera plus une reverb pour faire ça, laissant le delay pour d'autres choses un peu plus musicales. Plus on mettra de reverb, plus l'élément paraîtra enfoncé dans notre étagère et donc loin de nous. Moins on en mettra, plus il semblera proche. Dans certains cas, on utilisera le delay pour arriver au même résultat parce que ces deux effets sont relativement proches l'un de l'autre, même s'ils sont quand même vachement différents. Ça, c'est un instrument réverbéré. Et ça, c'est un delay. Du coup, pour mixer, vous pouvez remplir l'espace de votre étagère de façon diverse et variée, mais le but c'est qu'il n'y ait rien qui se chevauche, et de la décorer de la façon la plus jolie possible. Voilà, alors mon analogie, elle est pas parfaite, notamment parce que par exemple, certains instruments pourront exister sur plusieurs étages en même temps, mais c'est souvent bien d'avoir une idée visuelle d'une chose abstraite. Et puis ce que j'aime dans cette métaphore, c'est que chacun va pouvoir ranger sa Fjälking différemment et selon ce qu'il préfère, ce qui en somme montre bien qu'en mixage audio, il n'y a pas de règles, même s'il y a tout de même des conventions. Je vous laisse avec ma jolie bibliothèque et un petit mix que j'ai fait très rapidement. Je vous souhaite un bon appétit. Salut! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Music Up. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail des EQ. Alors les EQ, vous vous rappelez, on en a parlé dans une précédente vidéo sur le mix.
Ça nous permet de jouer avec les fréquences d'un instrument afin de le placer sur notre petite étagère. Alors ici, on va prendre une analogie un peu différente pour vous expliquer ça un peu mieux. On va se faire un petit jardin zen, tout calme, tout relax. Voilà, on respire. Vous voyez certainement pas où je veux en venir, mais vous allez vite comprendre. Comme je vous expliquais, les cues, ça va permettre de toucher aux fréquences. Pour rappel, l'être humain entend les fréquences se situant, plus ou moins, entre 20 et 20 000 Hz. Et les fréquences sont souvent dissociées en bandes. Par exemple, on a les basses fréquences, les médiums et les hautes fréquences, qui sont les 3 bandes principales. Puis on a aussi les low mid et les high mid, donc littéralement les bas médiums et les hauts médiums, qui sont les intermédiaires entre chaque bande. J'espère que vous avez suivi parce que du coup chaque instrument joue dans des fréquences plus ou moins définies et qui lui sont propres. Cela dit, c'est souvent très étendu et par exemple des éléments qui émettent des fréquences principalement basses comme un kick ou une basse émettront aussi des fréquences plus haut dans ce qu'on appelle le spectre fréquentiel. Par exemple, la basse jouera aussi pas mal dans les médiums. Sauf que les médiums, c'est à peu près l'endroit où les guitares et d'autres instruments vont jouer, donc on risque d'avoir ce qu'on appelle un effet de masque. Pour être simple, on revient dans notre jardin, c'est comme si vous aviez des jolis arbres, mais qu'ils étaient tellement touffus que vous n'arriviez pas à tous les voir en même temps. Du coup, ça fait aussi un peu brouillon et pas beau. L'effet de masque, c'est pareil. Les éléments jouant dans les mêmes bandes de fréquences vont avoir tendance à se cacher, et nous, on veut pas ça, On veut tout bien entendre, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va élaguer les arbres, on va les sculpter en quelque sorte pour faire ressortir ce qu'ils ont de beau, enlever ce qui est inutile et les disposer de façon à ce qu'on puisse tout bien admirer de notre fenêtre. Donc si vous avez bien compris, en soi les cues c'est quelque chose qui sert plutôt à nettoyer. Après ça veut pas dire qu'il faut tout couper et laisser des petites places pour chacun. Si vous coupez trop vos arbres, à la fin ils seront pas spécialement jolis à voir individuellement. Donc il faut pas avoir peur d'y aller un peu fort pour laisser de la place, mais il faut pas non plus y aller trop fort pour ne pas enlever le corps et la texture de l'instrument. Ce qui veut pas dire grand chose, je vous l'accorde, donc je vais surtout vous conseiller de vous fier à votre meilleure arme pour le mix, vos oreilles. Il faut aussi savoir qu'on peut booster des fréquences avec les EQ et c'est parfois bien de le faire, mais si on commence à tout booster, on se retrouve avec un mix tout brouillon et pas propre. Je vous conseille donc de d'abord bien tout nettoyer, enlever les petites feuilles qui servent à rien, et ensuite seulement de booster si nécessaire. Par exemple, si votre kick manque un peu d'attaque, vous pourrez booster la fréquence nécessaire pour en rajouter. Mais vous verrez que si votre prise de son est bien faite, juste le fait de nettoyer le tout, ça donne un jardin plutôt joli déjà. Je vous montre. Lost my way and I can't get home to you. Voilà, vous entendez bien la différence, j'espère. Tout est plus harmonieux une fois qu'on a passé un EQ dessus. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo de My Music Up. Cette fois-ci, on va parler d'une étape essentielle du mix dont on n'a pas encore parlé, la balance sonore. La balance sonore, c'est simplement le volume qu'on va appliquer sur chaque instrument qui compose notre chanson. C'est la toute première étape du mixage et c'est normalement par là qu'on commence avant d'utiliser nos plugins super cool. On commence par ça simplement parce que le volume va nous permettre de balancer la chanson et c'est même pour ça que ça s'appelle faire une balance. En somme, on va définir les volumes des instruments les uns par rapport aux autres pour qu'avant même d'avoir entamé le reste du mix, tout ait une place plus ou moins définie et qu'on entende déjà presque tout de la bonne façon. Ça va aussi éviter d'avoir des problèmes du genre une guitare qui va tellement fort qu'on n'entend rien d'autre, une voix qui pète les oreilles quand elle rentre dans la chanson ou d'autres trucs du genre, vous avez compris. Faut aussi savoir que votre balance est plus ou moins susceptible de changer au fur et à mesure de votre mix et de ce que vous faites avec vos instruments. C'est normal, il y a des effets qui vont faire ressortir des éléments qui étaient déjà bien placés au niveau du volume, mais pas forcément au niveau de son son. Du coup, s'il ressort trop, il est possible que la solution, ça soit simplement de baisser un peu. C'est clairement pas interdit de toucher à sa balance pendant le mix, vous en faites pas. Mais du coup, c'est exactement pour ça que c'est bien de le faire avant, comme ça vous avez déjà une idée plus ou moins bonne de la place que vos instruments doivent prendre, et c'est plus facile de retoucher pour retourner à une position initiale que d'improviser tout ça à la fin. Du coup, pour faire une balance, on procède comment ? Alors déjà, on va baisser les faders de tous nos éléments à fond. Et puis on a plusieurs façons de commencer, dont deux très connues. Soit on part de la section rythmique, c'est-à-dire le kick et la snare, puis on place tout le reste par rapport à ça. Soit on commence par la voix et on place tout le reste en fonction de celle-ci. Les deux techniques se valent et vous faites selon votre préférence. L'important c'est qu'avant de faire votre balance, vous ayez déjà une idée de ce à quoi vous voulez que ça ressemble et essayez d'amener votre balance vers ça. Comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, il n'y a pas de règle dans le mix, donc essayez plein de trucs jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous aimez. Cela dit, il y a quand même des conventions selon le genre, par exemple dans la pop, on fera plus ressortir la voix. Alors moi je commence par le kick et la snare, je vous explique pourquoi. Quand on mixe, on va aussi faire une piste qui s'appelle Piste Master, il faut la faire en stéréo. Cette Piste Master, elle nous indique le niveau global de notre mix, le niveau de tous les éléments jouant ensemble.
Le but ici c'est de ne pas atteindre le 0 parce que sinon ça allume le petit bouton rouge et on dit alors que ça clip. Et ce clip il est mauvais pour deux choses. Premièrement parce que ça amène de la distorsion numérique qui est vraiment pas agréable à écouter. Et secondement parce que quand on fait du mastering après, c'est bien d'avoir du headroom, donc de la marge entre le niveau global de la chanson et le plafond de niveau du Do. Du coup vous comprenez certainement pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais c'est simplement parce que le kick et la snare sont les éléments qui, une fois placés dans le mix, vous indiqueront à quelques détails près le niveau pic de votre mix. Le niveau pic c'est le niveau le plus fort émis par le mix global à un instant précis. Je vous conseille de ne pas dépasser moins 3 dB pour le niveau pic, c'est plus ou moins ici. Du coup je place mon kick et ma snare en concordance avec ça, et puis je place gentiment le reste. Et voilà ce que ça donne la différence entre un mix sans balance et un mix avec balance. She's the object of fascination, and that's what's real to me. A red hot chick by classification. She's too blind to see in my car. On entend bien que c'est nettement mieux une fois que tout est à sa place, mais on peut encore faire un peu mieux. Une fois que la balance est faite, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la panoramique. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc pour faire court, c'est l'utilisation de l'espace gauche, centre, droite du mix. On peut mettre des éléments à gauche et à droite ou les laisser au centre pour exploiter l'espace de la meilleure façon possible. En général, on utilisera la panoramique par esthétique, mais on peut aussi l'utiliser pour éviter trop d'encombrement au milieu. Par exemple, si on a deux pistes qui jouent la même chose avec le même instrument, on peut en mettre une à gauche et l'autre à droite. Ça laissera de la place pour le reste. Utiliser la panoramique, ça permet de rendre le mix stéréo et parfois ça donnera une sensation d'espace et de clarté. Alors attention, si vous mettez des choses à l'extrême droite ou gauche, il est possible qu'ils paraissent plus forts qu'ils l'étaient au centre. C'est normal. Outre le fait que le séquenceur va compenser le fait qu'on ne l'entende plus que d'un côté en ajoutant du niveau, il est aussi possible qu'on l'entende mieux parce qu'il a plus de place. Si c'est le cas, vous pouvez bien entendu retoucher votre balance. Je vous montre une comparaison entre une balance avec et sans panoramique. She's too blind to see in my car. She looks like a movie star. She's 10 out of 10. Je vais terminer en ajoutant que pour faire une bonne balance, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer, genre vraiment beaucoup. Ça aidera vos oreilles à tout mieux entendre et vous placerez de mieux en mieux vos éléments. Voilà. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de My Music Up. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la compression audio grâce au jeu Whack-A-Mole que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, c'est ce jeu dans lequel on doit toucher des taupes sortant d'un trou grâce à un maillet. Vous avez certainement déjà vu ça dans des séries ou même dans des dessins animés. Du coup, avant de commencer, je vais vous rappeler ce que c'est que la compression. J'en avais déjà rapidement parlé donc je vais aller vite. La compression, ça permet de jouer sur la dynamique d'un son, soit la différence entre son niveau sonore le plus bas et son niveau sonore le plus haut. Plus précisément, la compression, ça va faire exactement ce que ça dit, ça va diminuer la différence de volume entre ces deux niveaux et donc compresser. Souvent, on va appliquer une compression sur de l'audio pour éviter une trop grande dynamique, simplement pour que l'élément reste dans une gamme de niveaux sonores raisonnable dans le mix. Autrement dit, ça va permettre d'éviter que le son soit tellement bas qu'on l'entende à peine et que tout à coup on n'entende plus que lui. Cela dit, parfois on utilise aussi des compresseurs pour donner une couleur et de la texture au son. Avant l'ère du numérique, on utilisait exclusivement du hardware pour compresser, et ce même hardware offrait au son ce qu'on appelle une couleur, qui est en fait donnée par la distorsion harmonique créée par les circuits électroniques de l'engin. Mais je vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, sachez juste qu'à l'heure actuelle, les émulations en plugin reproduisent plus ou moins bien la distorsion harmonique, et donc on en arrive à compresser autant pour colorer le son que pour éviter les différences de niveau excessives au sein d'un même son. Du coup, pour son fonctionnement, c'est simple, dans le jeu Whack-A-Mole, dès qu'une taupe va sortir de son trou, vous allez essayer de la toucher gentiment avec votre maillet tout doux. Un compresseur, c'est pareil, ça va s'actionner quand le volume du son sur lequel il agit dépasse un certain seuil, qu'on va appeler threshold en anglais. Donc dès que le son atteindra un certain niveau, le compresseur écrasera ce niveau pour le réduire. La compression pourra aussi être plus ou moins forte, tout comme vous pouvez donner plus ou moins de force sur la pauvre petite taupe quand vous jouez. Cette force, elle est contrôlée par ce qu'on appelle le ratio. Plus il sera élevé et plus la compression sera violente. Faites attention du coup parce qu'une compression trop forte, ça va s'entendre pas mal. Et c'est pas spécialement agréable. Un peu comme ça. De la même façon, si vous essayez de toucher un maximum de taupes possible, vous allez utiliser l'impressionnante vitesse de vos réflexes. La compression pourra elle aussi être lente ou rapide en réglant l'attaque. Sur la plupart des compresseurs, une attaque faible rendra la compression rapide et une grande attaque la rendra lente. En général, pour les percussions, on préférera une attaque rapide pour compresser la transitoire du son
Mais dans d'autres cas, on pourra aussi allonger le temps de réaction de notre compresseur pour justement éviter qu'il compresse la transitoire et s'attaque plutôt à la résonance du son. Et enfin, on pourra aussi décider de la longueur de la compression, le temps qu'elle mettra pour arrêter de compresser le son. En somme, après avoir touché la taupe, c'est le temps nécessaire pour retirer votre maillet de sa tête. On peut modifier ça grâce au release. Plus il sera grand et plus le temps sera long et inversement. Alors attention qu'en compressant, on peut perdre ou gagner du niveau sonore, et c'est pas le but premier, le mieux c'est que votre élément reste au même niveau avec et sans compression. Et pour ça, on peut utiliser le bouton de gain pour le remettre au bon niveau. Après ici, le but de la compression, c'est pas de faire le plus haut score possible, mais plutôt d'améliorer le son en le rendant à la fois plus compact en volume, mais aussi en le colorant. Du coup, chaque compression sera différente selon l'élément qu'il compresse. Comme pour le reste, faites donc confiance à vos oreilles. Je vous fais écouter un extrait d'un mix avec et sans compression. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Music Up. Aujourd'hui on aborde un des points les plus essentiels du mix, la reverb. La reverb c'est un effet qui permet de placer un élément dans une pièce et de lui donner une profondeur dans cet espace. Depuis la nuit des temps on utilise la reverb dans une très grosse majorité des mix et sur plein d'éléments différents, parfois même sur tous. Mais paradoxalement c'est aussi l'un des effets les plus galères à gérer, si on en met trop ça devient vite une sorte de bruit inaudible, et si on en met pas assez on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et puis il y a plein de types de reverb différentes avec plein de boutons, et on sait pas toujours à quoi que c'est que ça sert si on touche au réglage. Du coup moi je vais vous parler des types de reverb les plus fréquentes et ce qu'on peut régler dans une reverb de façon générale. Ici le but c'est pas tellement de vous faire un tuto sur comment on utilise une reverb, parce qu'il y a plein de façons différentes d'en utiliser une, et ça se fera toujours au cas par cas. Donc si vous êtes sage, je vous montrerai peut-être dans de futures vidéos comment on fait des trucs stylés avec des reverbs. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On peut donc y aller et pour commencer je vais vous expliquer ce qu'est la reverb. Reverb déjà c'est le raccourci de réverbération et pour cause c'est un effet causé par la réflexion du son sur des parois. L'exemple le plus typique de ça c'est quand on entre dans une église ou une cathédrale ou tout bâtiment similaire et qu'on tape la discussion. On entend une sorte d'écho qui est en réalité dû au fait que le son de votre voix se répercute sur les murs et plafonds de la pièce et met un certain temps à revenir à vos oreilles. Et bien ça c'est de la reverb. D'ailleurs, c'est un premier type de reverb qui s'appelle une reverb church, en référence aux églises justement. C'est donc une reverb qui veut émuler un grand espace où la reverb pourra mettre un maximum de temps pour se développer. C'est ce qu'on appellera une reverb longue. Un second type de reverb qu'on verra très souvent, c'est la reverb room. Une room, c'est une pièce composée de murs et de plafonds, et plus précisément un endroit qui n'est pas pensé de façon acoustique. Ça pourrait être une très grande pièce ou une plus petite pièce, mais la reverb aura une couleur un peu imparfaite, ce qui la rend quelque part naturelle. Parfois on pourra faire des reverb church avec une reverb room si votre plugin ou hardware ne propose pas d'algorithme church. Ensuite on a la reverb hall qui ici par contre émule un endroit pensé pour avoir une bonne acoustique, genre des concert halls, donc des salles de concert. Ce genre de reverb aura un son plus défini et qui marchera notamment très bien avec les orchestres et les voix d'opéra par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ça, surtout essayez les différents types de reverb dans plein de contextes différents pour savoir ce que ça donne. On continue avec la reverb chamber. L'algorithme chamber il est un peu spécifique parce qu'il émule une petite pièce mais conçu pour avoir une grande reverb grâce à des traitements acoustiques sur les murs, genre des réflecteurs. C'est des reverbs de studio donc elles auront un grand panel de textures qui pourront bien fonctionner dans plein de cas. On l'utilise souvent en R&B par exemple. On enchaîne avec la reverb plate qui est un peu à part du reste. En fait les plates à la base c'est du hardware. C'est une plaque de métal pendue dans une boîte dans laquelle on fait passer du son et on le récupère ensuite. Grâce aux vibrations de la plaque, on obtient un effet de reverb, mais vu que c'est du métal, ça sonne plutôt clair et c'est vraiment agréable en fait. Du coup on a émulé ça sur presque tous les plugins de reverb et on l'utilise vraiment très souvent, surtout sur les voix, mais ça marche bien pour tout vraiment. Voilà pour les types de reverb les plus utilisés, il y en a d'autres évidemment, on aura des reverbs créés grâce à des algorithmes différents, des reverbs qu'on retrouvera sous le nom de ambience ou space par exemple, c'est pour des cas un peu plus particuliers, par exemple des effets un peu plus planants, où on aura encore les non linéaires. Ça veut juste dire que la reverb ne s'éteint pas progressivement de manière naturelle, mais de la façon dont vous le souhaitez. Donc plutôt que de diminuer en volume dans le temps, elle peut augmenter par exemple, ou faire des sauts, enfin tout ça quoi. Alors c'est très bien, mais ça vous explique absolument pas à quoi servent les boutons d'une reverb, donc je vous explique ça. Et pour ça, j'ouvre la reverb de base de Pro Tools First. Du coup on voit qu'au-dessus on a des boutons pour choisir quel type de reverb on veut utiliser. On retrouve pratiquement tous les types dont je vous ai parlé. En dessous on peut choisir entre 3 options, Small, Medium et Large. C'est simplement des presets qui vous permettent d'avoir une reverb qui dure pas trop longtemps, moyennement longtemps et vraiment longtemps.
Souvent les presets ça marche pas mal, mais il faut quand même retoucher un peu par-ci par-là. Alors un des paramètres les plus importants d'une reverb, c'est le temps de la reverb, qui définit combien de temps elle dure, donc en combien de secondes elle va s'arrêter. Ce réglage on le retrouve sous le nom de time, ou comme ici, decay. Plus on en met, plus la reverb durera longtemps, et vice versa. Je vous ai fait une comparaison reverb courte, reverb longue. Don't I look pretty in my new suit? I'm feeling good in these new shoes. Just car work sustainability just increased for me. No more clouds outside my window, safe to roam. What a curious case for a desperate place. Le second plus important, c'est le pré-delay. Ça permet de rajouter un temps avant que la reverb ne commence à s'entendre. Et ça, c'est super cool parce que ça permet de garder la clarté du son original tout en le réverbérant. C'est super utile pour les voix, pour bien entendre distinctement les paroles avant d'avoir la reverb. Faites gaffe quand même, ça peut vite devenir moche si la reverb arrive trop tard. Je vous mets un exemple. What a curious case for a desperate place. Underneath the shadows of which we float above, lay the innocents of lives that just supported us. Exterminating liability could hurt sometimes. Let us release the pain inside. Ces deux paramètres, vous les retrouvez sur toutes les reverbs normalement, et c'est ce qui forge le plus votre reverb une fois l'algorithme choisi. Mais sur des reverbs un peu plus complètes, comme celle-ci, on trouvera aussi un filtre, le Low Pass Filter, qui coupera les hautes fréquences. Plus vous irez à gauche, plus ça coupera de fréquences. Honnêtement, c'est plus utile de couper les basses fréquences dans la reverb, parce que les basses réverbérées, ça fait vite fouillis. Donc n'hésitez pas à mettre un EQ sur votre reverb si c'est nécessaire. On a aussi la diffusion. Ce paramètre il est un peu complexe, mais de façon simple, c'est le nombre de réflexions de votre reverb. En somme, c'est comme si on ajoutait des murs dans la pièce, qu'on lui donnait une forme afin d'avoir plus de réflexion du son. Ça permet de donner une texture à votre reverb. Si vous en mettez beaucoup, elle va sembler dense, et si vous en mettez peu, ça se rapprochera d'un écho naturel. Et enfin, on a le dry wet qui sert à juger quelle portion de son direct vous garderez et quelle portion de son réverbéré on entend. C'est un pourcentage en quelque sorte. Alors ça sert quand vous mettez votre reverb en insert sur la piste, ce qu'on fait pratiquement jamais en fait. Souvent la reverb elle va être mise sur une piste auxiliaire stéréo, et on enverra le son qu'on veut réverbérer dans cette auxiliaire. C'est un peu technique donc je vous passe les détails et je vous expliquerai ça une autre fois avec les raisons pour lesquelles on fait ça. Mais si vous faites ça avec un auxiliaire, laissez le dry wet à 100% et jaugez avec l'envoi. Notez que plus vous mettrez de reverb, plus l'élément semblera loin dans le mix, et moins vous en mettrez, plus il semblera proche. Je vous montre un exemple. Enfin, je vous fais un avant-après d'un mix avec et sans reverb et vous entendrez tout de suite que ça sonne plus naturel et que ça donne aussi de la profondeur à mes éléments. Don't I look pretty in my new suit? I'm feeling good in these new shoes. Just car work sustainability just increased for me. No more clouds outside my window, safe to roam. What a curious case for a desperate place. Underneath the shadows of which we float above, lay the innocents of lives that just supported us. Exterminating liability could hurt sometimes. Let us release the pain inside. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de My Music Up. Dans cette vidéo, on va parler de delay. Si vous ne savez pas c'est quoi un delay, c'est simplement la répétition d'un son donné, un nombre de fois défini. C'est tout. Le delay, c'est donc un effet temporel, un peu comme la reverb, et pour cause, ces deux effets sont très liés. En réalité, la reverb, c'est simplement tout un tas de delays provoqués par un espace cloisonné, qui vont se mélanger, et le son de ce mélange, ça donne un effet d'espace. Mais dans le monde de l'audio, le delay, ce sont des répétitions qui seront plus scindées, plus nettes, sans l'effet de mélange que provoquerait une reverb. De ce fait, on l'utilisera dans des cas différents, si on veut donner de l'espace, mais sans cette sensation un peu vaseuse que peut provoquer une reverb par exemple, pour donner un effet rythmique ou pour donner un côté planant à un son. Je vous fais écouter ça. Il y a d'ailleurs plusieurs types de delay pour les différents usages. On aura notamment le tape delay, qui est une émulation de ce qu'on faisait à l'époque avec les machines à bande.
Je vais pas vous expliquer en détail, mais ce type de delay sonne un peu différemment des delays numériques. Et donc on l'utilisera souvent quand on veut donner un côté un peu rétro ou une texture à son delay. On aura aussi des delays analogiques émulés et des delays digitaux qu'on pourra régler comme on veut à la milliseconde près. Et avec ça, on va pouvoir faire tout un tas de choses, des delays courts qui seront là pour apporter du support à l'élément, des delays un peu plus longs pour donner de l'énergie, et des delays encore plus longs pour donner une impression qu'on est en plein délire psychotrope. On pourra aussi appliquer d'autres effets à un delay, un des plus fréquents étant d'y appliquer un filtre ou une saturation pour donner un effet téléphoné aux répétitions. Du coup, pour setup son delay, c'est relativement facile. Dans la plupart des delays, vous trouverez deux boutons principaux. Le premier, ce sera le temps. C'est simplement le temps entre les répétitions. Plus le temps sera long et plus les répétitions seront espacées. Et le second, c'est le feedback, ici FBK. Ce bouton, pour le définir simplement, il contrôle le nombre de répétitions qu'on va entendre. Alors faites gaffe avec ce bouton, si vous le mettez trop fort, ça va partir en cacahuète et ça risque de faire mal aux oreilles. Aussi, si vous avez le tempo, vous pouvez utiliser les notes de musique pour contrôler le temps du delay, qui du coup jouera de façon rythmique sur les temps choisis. Par exemple, si vous cliquez sur la note blanche, vous aurez 2 temps d'écart entre chaque répétition. C'est quand même chouette pour avoir un delay bien calé. Et c'est à peu près tout. Sur d'autres delays, vous pourrez éventuellement trouver d'autres contrôles, genre le mode ping-pong qui enverra vos répétitions une fois à gauche et une fois à droite automatiquement. Mais même si c'est cool, c'est plus des paramètres qui sont un peu gadget et donc que vous retrouverez pas partout. Aussi, vous voyez qu'on a encore le dry wet, comme sur la reverb. Le delay, ça s'utilise aussi plutôt en auxiliaire, comme la reverb a priori. Donc si vous faites avec un envoi, laissez le wet sur 100. Je vous fais donc écouter un mix avec et sans delay. Ici, j'ai utilisé le delay de façon différente pour donner de l'espace, du soutien et un côté planant. Et voilà ce que ça donne. Fragile girl, broken woman, these walls have closed in all around, and I'm trapped inside this hazy prison, and my heart is nowhere to be found. The clouds above about to thunder in this stormy atmosphere, but by now I thought I'd be there. The destination's what I fear. I'm just catching up with yesterday. By tomorrow, I'll be ready for today. Oh, I'm just catching up with yesterday. And I don't know what to do. No. Et salut à tous et bienvenue dans cette incroyable vidéo de My Music Up. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon effet favori en mix, la saturation. Alors la saturation à la base, c'est pas tellement un effet comme la reverb et ce genre de choses, mais plutôt une conséquence du matériel qu'on utilisait pour enregistrer à l'époque des premiers enregistrements. Plus précisément, la saturation s'appliquait sur de l'audio quand on entrait à un niveau sonore suffisamment élevé dans une machine à bande, ce qui créait ce qu'on appelle du soft clipping, qui avait tendance à rajouter des harmoniques au son et donc de lui donner de la chaleur, de la texture ou une couleur. Bref, je rentre pas trop dans les détails pour le moment, mais ce principe s'est appliqué à tous les hardwares suivants, et c'est même sur ce principe qu'on a inventé les distorsions qu'on utilise sur les guitares et autres instruments à l'heure actuelle. Du coup, quand le digital est arrivé, ça a pas mal divisé les gens du métier, simplement parce qu'en digital, la saturation qu'on appelle aussi distorsion harmonique dans ce cas-ci, elle était peu présente ou en tout cas pas très agréable contrairement à la distorsion harmonique du hardware. Pour pallier à ce problème, les firmes de plugins ont modélisé des appareils qui créaient de la distorsion harmonique pour qu'on puisse en rajouter à nos pistes en mixant. Cela dit, toujours aujourd'hui, il y a ceux qui sont pro-hardware et ceux qui pensent que les distorsions qu'on a émulées en digital fonctionnent suffisamment bien, voire même aussi bien que le hardware. Personnellement, j'aime les deux et je fais avec ce que j'ai sous la main. Dans tous les cas, ça rajoutera quelque chose au son. Cette chaleur, cette couleur qu'on ajoute, elle est un peu subtile quand on n'a pas l'habitude, donc on a tendance à pas spécialement la remarquer quand on en met. Par contre, une fois qu'on l'enlève, ça sonne tout de suite moins bien. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer les différents types de saturation. Je vous parlerai des distorsions d'instruments plus tard, donc là je vais simplement parler de distorsion harmonique. Le premier type, c'est la saturation à bande. Comme dit plus tôt, c'est avec les machines à bande que tout a commencé. Cette saturation va avoir tendance à rajouter un peu de présence dans les fréquences bas médium, ce qui crée une certaine chaleur, en plus d'aller chatouiller les hautes fréquences, et ça va aussi rajouter une sorte de compression du signal très douce. On l'utilisera pour rajouter du corps, de la profondeur au son et au mix en général. Je vous fais écouter, attention c'est subtil.
Le second type historique, c'est la saturation à lampe qu'on utilise toujours à l'heure actuelle, notamment dans les amplis guitare. Évidemment, ici je parle de saturation un peu moins rentre-dedans, donc quand on pousse les lampes un peu, mais pas trop. La saturation à lampe est un peu plus agressive que la saturation à bande, même si elle est relativement chaude elle aussi. Ce qui est bien avec cette saturation, c'est qu'elle va augmenter la sensation d'intensité sonore, un peu comme ça. Le troisième type, c'est la saturation via les transistors du hardware. C'est probablement celle qui était le plus utilisée dans les années 70 à 90 et toujours à l'heure actuelle. C'est dû au fait que tous les compresseurs, tables de mixage et hardware externe en général peuvent générer ce genre de distorsion harmonique grâce à leurs transistors. Et si on peut passer de la chaleur à l'agressivité, ça va dépendre de la marque du hardware et pareil pour les plugins, ça va dépendre de ce que ça essaye d'émuler. Par exemple, un EQ SSL aura une distorsion harmonique différente d'un EQ TubeTech, émulé ou non. Mais tout ça, j'y reviendrai une autre fois. Sachez simplement que le hardware, du coup, c'est intéressant de le connaître pour pouvoir faire ce qu'on veut au niveau de la saturation. Aussi, sachez que si vous rentrez trop fort dans les transistors, émulation ou non, ça devient parfois pas très joli. Du coup, je vous conseille de lire les manuels de vos plugins. Souvent, ils indiquent le niveau préférable pour une bonne saturation. Sachez aussi que tout plugin émulant du hardware, que ce soit un EQ ou un compresseur ou même juste une saturation, peuvent amener de la distorsion harmonique. Je vous fais écouter tout ça, c'est normalement le plus subtil, mais j'ai un peu poussé pour que vous entendiez bien. Cela dit, tendez quand même bien l'oreille. Every night you get the same old dream. There's a spoonful of honey where your heart should be, and there's a honey dripping off your spoon. Ooh, honey dripping off your spoon. Honey dripping off your spoon. Ooh, honey dripping off your spoon. Le dernier type dont je vais parler très rapidement, ce sont les enhancers qui vont permettre de faire de la saturation dans certaines bandes de fréquences et donc d'aller appuyer celles-ci pour les faire un peu ressortir. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a d'autres types de distorsion, notamment le beat crushing, qui est de la distorsion digitale visant à réduire la qualité du son, très utilisé d'abord dans les mouvements de musique électronique. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui est fuzz, overdrive, ainsi que les exciters qui permettront d'aller exciter les harmoniques paires ou impaires, mais on en parlera une autre fois. Je vous fais écouter du coup un mix avec beaucoup et peu de distorsion harmonique. Tendez bien l'oreille pour entendre la différence, même si sur l'ensemble ça devrait être plus flagrant. Looking at the big sky, listening to the smoke alarm. Well, you wonder what happened, your heart must have jumped the track. You put your lips out in the wind and you hope you get some kissing back. Every night you get the same old thing. There's a spoonful of honey where your heart should be, and there's a honey dripping off your spoon. Honey dripping off your spoon. Honey dripping off your spoon. Well, a white skin, freckle, big hard candy green eyes. I bet you wish you had your red and want me back sometime. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Music Up. On a vu les choses essentielles du mix, du coup maintenant, je vais vous parler de mastering. Le mastering, c'est un sujet qui est souvent mystérieux, on sait jamais trop ce que ça fait ou ce que c'est réellement. Pour faire simple, le mastering c'est l'étape qui vient après le mix et qui va venir faire de tout petits traitements pour éventuellement corriger des erreurs restantes, mais surtout pour rendre le produit fini et vendable. En quelque sorte, tout ça c'est comme faire un gâteau. La composition c'est quand on choisit les ingrédients qu'on veut mettre, on achète tout et on le prépare. Le mix, c'est l'étape où on les mélange et on cuit le gâteau. On lui fait un petit glaçage si nécessaire, et à cette étape, il est déjà mangeable et même sûrement très bon. Le mastering, du coup, il va pas venir rajouter des choses pas nécessaires, ça rendrait le gâteau moins bon. Du coup, on va simplement ajouter du décor pour qu'il soit tout joli, tout mignon, et là, on peut mettre en vitrine et vendre.
Sur une chanson, le mastering, ça revient à améliorer un chouïa le spectre fréquentiel, jouer un peu avec la dynamique de la track stéréo, venir éventuellement saturer un peu tout ça pour y donner une couleur sympa, et puis surtout venir toucher au niveau sonore, ou plutôt à la sensation de puissance sonore, pour faire sonner le tout plus fort et au standard actuel. Donc a priori dans le mastering on va avoir un choix d'effets relativement limité et en plus il faudra pas les utiliser trop fort sinon notre gâteau va devenir moche et indigeste. C'est pour ça que la plupart du temps on retrouve des ingénieurs du son spécialisés dans le mastering qui ne font presque que ça. Je vais quand même vous expliquer le procédé qu'on utilise normalement quand on veut faire du mastering, même si c'est un peu comme pour le mix, il n'y a pas vraiment de règles, le but c'est simplement d'apporter quelque chose de plus au morceau, et si c'est dans le cadre d'un album ou d'un EP, une cohérence entre les chansons. Du coup souvent on va commencer par utiliser un EQ, alors pas n'importe quel EQ, il y a des EQ spécifiques pour le mastering qui seront plus discrets dans leur traitement, et là les modifications qu'on va apporter vont différer selon le style. Dans la musique électronique par exemple, on pourra venir booster un peu les basses. On pourra aussi venir toucher aux fréquences qui seraient gênantes même après le mix, mais c'est pas le but premier. Ensuite on va utiliser un compresseur, ici le but c'est pas de compresser très fort mais simplement de diminuer un peu la dynamique et créer un éventuel mouvement de la track assez discret. On pourra aussi éventuellement ramener les niveaux faibles en avant en utilisant le procédé de compression parallèle, mais on en parlera une autre fois. De nouveau, il y a des compresseurs qui sont plus indiqués pour le mastering que d'autres, comme le Shadow Hill de Universal Audio par exemple, ou toute la gamme Ozone de Isotope. La troisième étape, c'est la saturation. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est récemment devenu une partie importante du mastering. On pourra ajouter de la saturation à bande, par exemple, pour donner une couleur à notre chanson. Ici, on reste relativement discret aussi, surtout fiez-vous à vos oreilles. Et enfin, on utilise un limiteur. Le limiteur, c'est un type de compresseur qui permet au son de ne pas dépasser un certain niveau. Mais il permet aussi de gagner en loudness générale, donc en impression de niveau sonore. En somme, ça nous permet de gagner du niveau, et le cerveau a tendance à plus apprécier les choses qui sonnent fort. Après ça veut pas dire que vous devez mettre super fort, vraiment, juste rester dans les normes et ça sera très bien. D'ailleurs la norme actuelle la plus utilisée c'est la norme pour les plateformes de streaming qui est à moins 14 dB LUFS. Je rentre pas dans les détails mais vous aurez du coup besoin d'un indicateur de niveau LUFS. Waves en propose notamment ainsi que Isotope et plein d'autres et vous devez du coup essayer de ne pas dépasser les moins 14 dB LUFS mais faut pas être trop en dessous non plus. Et voilà, une fois qu'on a fait tout ça, voilà ce que ça donne un avant-après mastering. De 9 à 5 toute la semaine on s'ingénie. Que je devienne comme Beyrouth, que j'oublie qui je suis. La nuit est belle, elle comble les idéalistes. Et je me fais du mal pour prouver que j'existe. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. Souviens-toi quand la musique nous touchait vraiment. Maintenant on craint cette part d'ombre qu'on aimait tant. Peu vécu mais tout vu, plus rien ne nous fascine. La musique est trop forte, la discussion futile. Et faire la fête jusqu'au matin m'a fatigué. J'ai tout le temps soif et l'impression de me noyer. Un pas à gauche, un pas à droite, l'air si sérieux. Je ne pleure pas, c'est la fumée qui me mouille les yeux. Ça sera tout pour cette fois, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que c'est que le mastering. Comprenez bien qu'un mauvais mix ne pourra pas être rattrapé au mastering et c'est pas le but. D'ailleurs, je vous laisse un max de liens en description, dont mon service de mastering en ligne. Même si je suis pas spécialisé là-dedans, j'ai pris le temps de bien me former. Du coup, n'hésitez pas si vous souhaitez que je masterise votre son. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!